Bon, je vais vous présenter un peu l'historique du gaz de schiste au Québec et ce qui se passe dans la région, ou ce qui risque de se passer bientôt. Mais juste avant, pourquoi je suis ici, c'est parce qu'il fait chaud. Je vais vous le dire comme ça. Il fait chaud aujourd'hui. Il a fait chaud en 2012, au mois de mars aussi. Et pourquoi? Parce que l'homme, présentement, multiplie la vitesse de réchauffement planétaire par un facteur de 170. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a eu plusieurs moments où on était dans des phases de glaciation et nous, on était dans une phase en 1950, une phase chaude, dite chaude. Le climat est chaud. Sauf que depuis peu, on se ramasse dans une trajectoire où la Terre est dans une nouvelle situation. On entre dans un nouveau monde climatique et c'est ce qu'on appelle l'ère de l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est une ère géologique, une nouvelle ère géologique où c'est l'être humain qui détermine, à peu de choses près, le devenir de la planète. Juste pour vous donner un exemple, la plus grosse modification du climat qui a eu lieu il y a 55 millions d'années, c'est ce qu'on représente par la courbe en bleu ici. Et on peut voir que les effets de l'ordre d'une dizaine de degrés Celsius se sont fait sentir sur des dizaines de milliers d'années. Alors que ce qu'on a présentement, c'est une augmentation très très rapide de la température de la planète. Ici, on en a une preuve comme quoi, peu importe le mois de l'année, la température entre les années 1800, qui sont en bleu, et par exemple l'année 2016, on a des différences de 1 à 2 degrés Celsius plus chaud. On est vraiment dans une période de réchauffement planétaire. Et ce réchauffement-là n'est pas le même selon la latitude où on se situe. Ici, il y a un réchauffement de l'ordre de 1 degré pour à peu près toutes les latitudes sous le 45e parallèle. Ici, nous sommes à la 46e parallèle de latitude. Donc, on peut voir que plus on se rapproche du pôle, plus le réchauffement est fort. Et pendant les mois d'hiver, on regarde les 10 derniers hivers, c'est à peu près 4 degrés Celsius. Quand on parle de réchauffement de seuil de 1 degré ou de 2 degrés, ça dépend précisément de l'endroit où on se situe sur la planète. Mais rappelez-vous que plus on se rapproche du pôle, et plus le réchauffement est intense. Mais ce qu'il faut remarquer aussi, c'est qu'il y a une bonne partie de la population de la planète qui se situe près des tropiques ou près de l'équateur. C'est ce qu'on voit ici, là. La plupart des gens vivent sous le 46e parallèle, au sud d'où nous sommes présentement. Donc, évidemment, tous nos décideurs, les Trump de ce monde, qui vivent à Washington, subissent moins le changement climatique que nous ici, et ça pourrait expliquer pourquoi ça branle autant dans le manche. Parce que ceux qui vivent au nord, on pense aux Inuits ou à d'autres, eux autres, ils sont pris dans les problèmes. Au Québec, eh bien, ce qui se prépare pour le prochain siècle, c'est un réchauffement de 10 degrés Celsius. 10 degrés Celsius, c'est immense, là. On a parlé tantôt de 1, de 2, de 3, mais 10 degrés Celsius. Dans un siècle, il faut bien se rendre compte que toutes nos cultures, toutes nos façons même nos espèces forestières vont être modifiées. Tous nos écosystèmes vont être modifiés parce que les plantes ou certaines espèces d'animaux ne peuvent pas migrer vers le nord très rapidement, aussi rapidement que le changement climatique s'effectue actuellement, qui est de l'ordre de 30 mètres par jour. Le sud se rapproche de nous de 30 mètres par jour. Donc, Hubert Reeves, déjà en 2011, quand on parlait beaucoup du gaz de schiste, il disait que c'est une mauvaise direction, il faut aller vers les énergies renouvelables. C'est un astrophysicien, mais on peut lui faire confiance en ce qui concerne les aspects scientifiques globaux de la planète. Il était dans le vrai à cette époque-là. Et si on regarde maintenant quel est le budget qu'on a pour dépenser, pour pas que la planète se réchauffe trop, eh bien, c'est 800 milliards de tonnes de CO2. Pour avoir 2 chances sur 3 de ne pas dépasser 2 degrés et pas avoir de dérapage, selon l'accord de Paris, c'est ça notre budget, 800 milliards de tonnes. Sauf qu'à l'heure actuelle, on en dépense 40 milliards par année. G, ça représente milliards. Donc, 800 milliards de tonnes de budget, il ne faut pas dépasser 40 milliards par année, ça nous fait grosso modo une vingtaine d'années.
devant nous pour arrêter de consommer des combustibles fossiles. Et quand on parle de combustibles fossiles, c'est gaz naturel, charbon et pétrole. Donc, sur Internet, vous pouvez voir des espèces d'horloges climatiques avec des valeurs comme celle-là, 19 ans, 265, 15 jours, etc. C'est pour vous faire comprendre que le temps, il est limité et que notre temps est compté. On n'a plus de temps pour tergiverser. Et plus nous attendons, plus il va falloir que nos émissions de carbone diminuent très rapidement. Et si on attend trop, si on regarde 2013, 2016, 2019, on voit qu'à chaque année qui passe, la porte se referme. Elle se referme sur nous. Et qu'est-ce qui va être devant nous? Ça va être le mur climatique, comme on l'appelle. Donc, je sais que c'est un peu technique, c'est des graphiques, mais là, je vais revenir plus à l'histoire du gaz de schiste. C'est juste pour vous expliquer pourquoi je suis ici. C'est parce qu'il fait chaud dehors. Beaucoup trop chaud. Anormalement chaud. C'est pas possible de se réjouir de la température qu'il fait dehors. S'il y en a un qui tantôt se réjouit, là, je vais aller lui parler. Bon, pourquoi le gaz de schiste? Pourquoi le gaz de schiste? Bien, ici, on voit Nathalie Normando, qui était ministre de l'Énergie en 2010. Bien, elle était déjà en 2009, je crois. Et elle disait qu'il faut développer le gaz de schiste au Québec pour préserver nos systèmes de santé et d'éducation. Parce qu'il nous faut, on a besoin d'argent. Pour pouvoir aller voir plus loin, ben, il faut développer cette énergie-là. Le premier ministre Charest, quelques semaines plus tard, à Tout le monde en parle, parce que là, il y avait de la grogne un peu partout au Québec. Il s'est dit, ben là, il est temps que j'aille à Tout le monde en parle. Il est allé à Tout le monde en parle, et qu'est-ce qu'il dit à 3 minutes 40 où il est interviewé par Guy Lepage? Il dit, on va faire une loi avec les standards les plus élevés au monde. Une loi de quoi? Une loi sur les hydrocarbures, encadrer le gaz de schiste. Donc, c'est ce qu'il annonce. Un peu plus tard, à 5 minutes 50, il dit, on n'est pas des experts en gaz de schiste. Le gouvernement ne connaît rien là-dedans. Donc, c'est un peu étonnant. Comment peut-on encadrer si on ne connaît rien là-dedans? Et à 7 minutes, il dit, bon, de toute façon, le gaz de schiste, c'est déjà encadré, et même dans l'avenir, ça va être amplement encadré. Inquiétez-vous pas. C'est un peu le message qu'il nous disait à ce moment-là. En 2012, changement de gouvernement, Martine Ouellette est maintenant ministre de l'Énergie. Et là, on parle de moratoire. Et M. Binion, le président de Caster, nous dit « Oh, ben, ça ne changera pas nos activités dans le paysage, là, inquiétez-vous pas. Nous, le moratoire ou pas de moratoire, ça ne change rien. » En fait, les compagnies, la seule chose qui les font bouger ou ne pas bouger, c'est le prix du gaz naturel à New York et ailleurs. C'est pas d'autre chose que ça. Donc, c'était normal qu'en 2012, le prix du gaz avait diminué beaucoup. Ben, c'était plus ou moins intéressant d'aller forer au Québec. D'ailleurs, toutes les compagnies qui étaient dans le gaz à l'époque se sont mis à forer pour du pétrole. 2014, il y a eu plusieurs bureaux d'audience publique, il y a eu des études environnementales stratégiques, etc. Mais en 2014, à la fin de l'année, le rapport sort, un gros rapport, et qui dit que l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste dans les basses terres, avec la technique de fracturation hydraulique, eh bien, on n'est pas sûr que ça va être avantageux. Ça va nous coûter trop cher, puis ça va nous rapporter trop peu. C'était la conclusion du rapport du BAC. Et c'est pourquoi Philippe Couillard, 2 jours plus tard au Téléjournal, disait à Madame Galipeau, c'est ça, dit ben, il n'y en aura pas de gaz de schiste au Québec. Autrement dit, lui aussi dit inquiétez-vous pas. Sauf que le lendemain matin, dans la plupart des journaux, et surtout dans les journaux anglophones, voici ce qu'a dit M. Couillard. M. Couillard dit « Je n'aime pas les moratoires parce que quand vous mettez un moratoire en place, vous verrouillez la porte. Je veux que les portes restent ouvertes. » Donc, ce n'est pas une très très grande conviction qu'il avait quand il a dit qu'il était pour arrêter le développement du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. En 2015, donc on se rapproche d'aujourd'hui, il y a les études environnementales stratégiques, c'est plein d'études, il y en avait plus de 60. Il y en avait sur Anticosti, il y en avait aussi pour la vallée du Saint-Laurent. Et il y a un rapport qui est émis.
ce rapport-là, compte tenu des mandats qui avaient été accordés aux universitaires et aux autres personnes qui ont rédigé ces rapports-là, on se doutait que ce serait biaisé. Et d'ailleurs, c'est ce que dit ici le journaliste du Devoir. Il dit que les études lancées par les libéraux indiquent clairement que le gouvernement a l'intention d'ouvrir toute grande la porte à l'exploitation pétrolière et gazière. Autrement dit, ce qui avait été retenu de l'ensemble des études, c'est que, là encore là, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème, on va encadrer ça comme il faut, avec une future loi sur les hydrocarbures, et ça va y aller, inquiétez-vous pas. D'ailleurs, ici, on voit le ministre Arcan, l'actuel ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, qui est avec M. Binion de Quester et d'autres présidents d'entreprises pétrolières et gazières. Il est à l'Association pétrolière et gazière, leur congrès chaque année à Montréal, et il semble très heureux et il leur dit « Nous allons fournir à l'industrie un environnement réglementaire prévisible. » Autrement dit, il dit « La loi sur les hydrocarbures qu'on vous annonce depuis 2009-2010, elle s'en vient, vous allez être contents. » Maintenant, évidemment, ça va mener à la loi des hydrocarbures dont je vais vous parler dans la dernière partie. Pour ce qui est de l'exploration maintenant du gaz et pétrole, si on regarde, dans l'année 2005, il y avait entre Montréal et Québec des zones où il y avait déjà de l'exploration gazière, et ici où nous sommes, eh bien, c'était la compagnie Quester, la compagnie de M. Binion qui avait les permis d'exploration. En 2016, sur le site du Devoir, mais on pouvait le voir aussi sur le site du ministère, on voit que maintenant, tous ces permis-là qui sont en rose foncé, c'est une compagnie qui s'appelle Repsol, une compagnie espagnole qui sont titulaires des permis d'exploration. C'est eux qui ont les droits pour venir forer. Si on regarde sur le site du ministère, c'est des choses que je fais en général une journée ou deux avant la présentation, donc c'est des choses très très récentes. Il n'y aura pas de changement à partir d'aujourd'hui, à partir de ça. Donc vous voyez que toute la région du Saint-Laurent, ici, dans la vallée du Saint-Laurent, il y a des permis. Il y a des permis pour pouvoir forer éventuellement. Il y en a dans le Bas-Saint-Laurent, il y en a en Anticosti, un petit peu au Lac-Saint-Jean et un peu avant là-dessus. Donc, ça se retrouve dans des endroits où on a des roches sédimentaires, comme ici on a la zone du Shale de l'Utica, on a les Appalaches qui sont en jaune, et toutes les roches anciennes qui datent de plus d'1 milliard d'années et plus, évidemment, ne contiennent pas d'hydrocarbures, parce que les hydrocarbures sont formés à partir d'algues et de plancton, etc. Évidemment, les roches sont trop anciennes, ne contiennent pas de fossiles, donc ne contiennent pas de gaz, ne contiennent pas de pétrole. Donc, ceux qui sont au nord de Shawinigan, pas trop de problèmes, mais ceux qui sont comme ici, vous avez des problèmes, parce que votre sous-sol contient des hydrocarbures. Si on regarde Manceau plus particulièrement, ça c'est le comté de Nicolet-Bécancour, la MRC de Bécancour, eh bien, Manceau se trouve ici. Vous allez voir sur la prochaine diapo. Donc, vous êtes un peu plus près de l'autoroute 20 que du fleuve Saint-Laurent. Et si on regarde sur la carte du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, on voit ici la municipalité de Manceau, et puis on voit la voie ferrée, et ça, c'est les limites de la municipalité qui sont en rouge. Vous avez Sainte-Sophie, Lemieux, Villeroy et Sainte-Françoise au nord. D'accord? Maintenant, tout ce que vous voyez, c'est des camions vibreurs qui sont venus faire des levées sismiques dans la région. Donc, on peut voir qu'au travers, à Manceau et à proximité, il y a eu beaucoup d'études qui ont déjà été menées dans les décennies dernières pour évaluer l'état du sous-sol. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans la municipalité de Manceau, il n'y a pas de puits d'hydrocarbures, mais on en retrouve dans les municipalités limitrophes. Comme ici, on a le A195, on a le A167 à Leclercville, il y en a à Villeroy, etc. Donc, il y en a à proximité. Et si on regarde les puits les plus proches, ce sont des puits en général de la Soquite, et il y a le puits de Gentilly 2, de la compagnie Talisman. Donc, vous avez ici l'année de forage, l'année où les puits ont été abandonnés, ont été redonnés à l'État,
et la profondeur de ces puits-là, la profondeur réelle, et non pas la dimension du puits, mais c'est la profondeur réelle. Donc, on peut voir comme par exemple pour ce puits-là, le A277, c'est un puits qui a été fracturé en 2010, et puis il y avait une branche horizontale de 1 km. Donc, c'est important de savoir s'il y a des branches horizontales ou non pour les risques que ça peut occasionner pour le territoire, pour votre propriété. Si on regarde les couches de roches, je vais aller très très vite, il y a des shales ou des schistes plus près de la surface. Au fur et à mesure qu'on renfonce dans la plateforme du Saint-Laurent, on a des calcaires, des dolomies, des grès, et puis ensuite on a le précambrien, le granit, des roches très très anciennes qui sont en dessous. Si on regarde pour un des puits les plus proches, on peut voir qu'on a du côté appalachien, parce qu'ici on est vraiment à la limite entre la plateforme du Saint-Laurent et les Appalaches. On peut voir qu'on a 1700 mètres, donc plus d'1 kilomètre d'un agglomérat de roches sédimentaires un peu indifférenciées. Ensuite, on a le shale de Nicolet, le shale d'Utica, 280 mètres de shale d'Utica, des grès, des dolomies, etc. Donc, on a une séquence stratigraphique qui ressemble à celle de la plateforme du Saint-Laurent. Et les permis d'exploration, bien, toute la municipalité est couverte par 2 permis. Un permis ici, le PG 966, le PG 794, et puis toutes les localités à côté là, sont toutes sous permis. Et sous permis, ça veut dire qu'il y a comme une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête de ces municipalités-là, parce que les compagnies peuvent venir forer, parce qu'ils ont des droits sur le sous-sol. Donc, 100% de la municipalité est susceptible d'être visitée par les gazières. En fait, la gazière, parce qu'ici c'est Repsol qui détient les 2 permis, la compagnie espagnole dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ici, il y a un permis qui a été accordé en 2008 de 136 km² et on a un autre de 231 km² qui est un peu plus à l'ouest. Et comme je vous indiquais tout à l'heure, présentement, nous sommes ici où on a l'étoile et la municipalité de Manceau est vraiment à mi-chemin entre la plateforme du Saint-Laurent et les Appalaches. Dans le sous-sol, quand on creuse, il y a comme 2 provinces géologiques, parce que vous êtes à côté de la faille de Logan. Si on regarde maintenant le gaz de schiste, on peut voir que ce qui intéressait les entreprises, c'était tout ce qui était à l'intérieur de ce qu'on voit en rouge, là, les petits escaliers rouges, là, ce périmètre-là. C'est là-dedans qu'on cherche pour du gaz de schiste et nous sommes à mi-chemin, vraiment en plein milieu de ces corridors-là de recherche de gaz de schiste. Et ce qu'on voit à côté, vous voyez les numéros A252, A280, ce sont des puits récemment forés pour aller récupérer le gaz de schiste. Où se trouve le schiste ou le shale de l'Utica? Comme on peut le voir ici, ben, il est à une certaine profondeur. On peut voir qu'on est entre le rouge et le violet, donc on est à plus d'1 kilomètre de profondeur. Donc ça permet une bonne sécurité avec les nappes d'eau phréatiques. Quelle est l'épaisseur? Eh bien là, on se retrouve dans la zone rouge, donc plus de 200 mètres d'épaisseur. Et ça intéresse les entreprises. Dès que ça dépasse 100 mètres, eux vont aller fracturer cette roche-là et ils vont en récupérer une bonne quantité. Si la roche qui contient le gaz est très très mince, évidemment, ce n'est pas intéressant pour eux. Ils aiment ça en avoir une quantité appréciable. Donc, on peut considérer que la zone de Manceau est attractive. Les seuls endroits où c'est encore plus attractif, c'est en allant vers Saint-Antoine-de-Tilly et en allant vers Leclercville. Là, il y a des zones, on appelle ça des sweet spots, des zones qui contiennent une plus grande teneur en gaz ou en pétrole, mais ici, c'est une carte pour le gaz. Donc, on peut voir que vous êtes dans une zone ici qui est pas la meilleure, mais qui n'est pas la pire non plus. Ça, c'est une carte de la Commission géologique du Canada. Et j'ai fait quelques calculs à partir de cette carte-là. J'ai dit combien, mettons qu'il y aurait une compagnie qui voudrait s'installer à Manceau, combien elle pourrait récupérer de gaz.
eh bien, on peut voir que ce serait 25 milliards de pieds cubes, mais comme on ne peut pas extraire 100%, il y en a toujours une partie qui reste dans le sol, dans le sous-sol. Si on dit qu'on en extrait 20%, bien, ça donne 530 milliards de pieds cubes. Parce que ça, c'est 25 milliards par kilomètre carré. Donc, Mansour a plus de 100 kilomètres carrés. Donc, on fait 25 fois 100 divisé par 5. On arrive à 530 milliards. Actuellement, ça vaut environ 3 $ le millier de pieds cubes. Donc, 1600 millions. 1,6 milliard. Là, je vais être comme Nathalie Normando. Là, ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. 1,6 milliard. Il y en a une certaine partie qui devrait être versée en principe à la province. 1,6 milliard de dollars. Sauf que ça, ce n'est qu'une partie de l'équation, c'est ce que le sous-sol contient, en principe, au prix du gaz actuellement. Ce que ça coûte maintenant pour aller le chercher. Eh bien, pour aller le chercher, on aurait besoin de 18 plateformes de 8 puits chacun, donc plus de 100 puits. Et comme ça coûte 16 millions de dollars pour chacun des puits, parce qu'il faut le forer, il faut le fracturer, et il faut par après aussi, justement, faire en sorte qu'on puisse purifier le gaz, etc. Donc, à 16 millions, avec le nombre de puits, bien, ça va coûter 2,3 milliards de dollars, 2300 millions. Donc, conclusion, et je suis de la même école que Marc Durand là-dessus, c'est non rentable. Une compagnie ne peut pas, logiquement, investir une somme plus grande que ce que ça va lui rapporter. Mais, le marché, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, le marché du gaz pourrait se raffermer. Au lieu d'avoir 3 $ le millier de pieds cubes, si on avait 6 milliards de milliers de pieds cubes, évidemment, la compagnie pourrait avoir une plus grande quantité d'argent. Pour la même quantité de gaz, ça représente commercialement beaucoup plus, 2 fois plus dans ce cas-là. Et là, ça pourrait être économiquement rentable. Donc, ce que je suis en train de vous dire, Mansour a du gaz. Présentement, les compagnies ne viendront pas parce que ça ne vaut pas la peine, le prix du gaz est trop faible. Mais si le prix du gaz doublait, oui, les compagnies pourraient venir et pourraient forer. J'essaie d'avancer. Bon, OK. Maintenant, je vais vous parler de ce qui se passe du côté minier. Et ça, j'ai fait une petite découverte hier. Je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'il y a un site aussi au ministère qui permet de voir les concessions minières. Ici, on a Mansour, c'est une vue satellitaire. On a ici le lieu. Là-bas, on a Villeroy. Donc, ça vous donne une dimension de la carte. Et là, je vais vous faire apparaître, évidemment, les failles qui sont ici en noir. On a la faille d'Aston. On est vraiment assis dessus, pratiquement. Et la faille de Logan, un peu à côté, à 1 km environ. Et on a la faille de Foulon. Donc, on est dans une zone, comme je vous dis, à la limite entre deux provinces et avec présence de failles géologiques majeures. Et on est dans une zone à risque sismique. Il y a des cartes qu'on peut aller voir. Ça, c'est des bureaux d'assurance qui nous fournissent des cartes pour voir si on est dans une zone à risque ou non. On est dans une zone bleue, qui est une zone à haut risque sismique, de tremblement de terre. Évidemment, à Bécancour et à Trois-Rivières, c'est encore plus important comme risque. Si on regarde maintenant, d'après la loi des mines, la municipalité et la MRC peuvent soustraire du domaine minier des zones du territoire. Donc ici, on peut voir qu'il y a une aire de confinement du cerf de Virginie. Les compagnies, en principe, ne peuvent pas aller faire des mines là, à moins d'avoir certaines conditions. C'est des contraintes qu'on appelle mineures. Donc, ils peuvent venir, mais c'est peut-être mieux qu'ils aillent à côté, hein, c'est certain. Donc, on a le lac Rose ici, on a une plantation d'arbres un peu au nord, etc. Donc, il y a quelques zones. Et si on regarde les contraintes majeures, ça c'est encore plus important, ça, les compagnies minières ne peuvent même pas avoir un titre minier. Ça, ils doivent oublier ça. Donc, ici, on a la ligne RTL des cantons, la ligne hydroélectrique. On a le lac Rose. On a Manceau, la partie urbanisée, si on peut dire. On a des parcs écologiques comme le parc des Grandes Coulées, etc., etc. Donc, du côté minier,
on voit que ce n'est pas 100% du territoire de la municipalité de Manceau qui est accessible aux minières. Il y en a une partie qui est retirée du domaine minier. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, de gaz et pétrole. Là, c'est 100% du territoire qui est couvert ou à risque, si on peut s'exprimer comme ça. Ici, on voit les tourbières. Et ici, on voit des titres miniers. Évidemment, ils sont hors des zones où ils n'ont pas le droit. Ils ne sont pas sur la ligne, évidemment, peut-être des cantons. Mais là, on a 475 hectares qui sont des titres miniers en attente. Ils ont été demandés au ministère, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas accès à ça, mais depuis 2 semaines, j'ai vu apparaître ça. Donc, il y a une compagnie qui s'intéresse à votre sous-sol, pas juste pour le gaz et le pétrole, mais pour d'autres raisons. Ce serait bien que la population le sache ou en soit avertie à un moment donné. Oui, question? Dans ce secteur-là, sont dans le coin de la Tourbière, le blé ici, le blé de la Belgique. Oui. Ils sont là au-dessus. Oui, c'est vraiment dans la tourbière, oui. Est-ce que c'est pour la tour? Peut-être, parce que ça peut être considéré comme une substance minérale. Ben, je vous souhaite que ce soit juste ça. Donc, c'est juste pour vous, encore là, pour vous signaler votre territoire. Maintenant, on va regarder ça, l'aspect eau maintenant. Parce que vous avez évidemment des bassins versants dans la rivière Bécancour. On a la rivière du Chêne. Puis là, Manceau, évidemment, si vous échappez quelque chose, ça va se retrouver à Deschaillons, ça va se retrouver dans le fleuve Saint-Laurent. Parce que les bassins versants sont représentés comme ça, c'est une réalité. Donc, je pourrais vous présenter d'autres cartes avec tous les ruisseaux et comment ça ruisselle, mais là, c'est juste pour vous donner une indication grossière. Et là, il y a une autre carte, c'est des zones à risque. Autrement dit, s'il y a un déversement de produits pétroliers, êtes-vous à risque ou non? Et plus on se rapproche du rouge, plus vous êtes à risque. Et à Manceau, vous êtes vraiment dans une zone qu'on appelle indice drastique élevé, c'est-à-dire que, oups, ça tombe, ça affecte les nappes phréatiques facilement. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle, si je peux dire, contrairement à d'autres zones qui sont moins à risque, là, faites gentil. Dans cette carte-ci, on voit des puits d'eau potable. Nous sommes ici, il y a des puits à proximité, il y a des puits ici le long de la 218, oui, c'est ça. Et dans les rangs, on a aussi des puits, il y en aurait environ 80, différentes profondeurs. Il y en a peut-être plus que ça. C'est ceux qui apparaissent dans la bande du ministère de l'Environnement, et du Développement durable et des changements climatiques, etc. Dans la municipalité, on soutire de l'eau, et comme on peut voir, là, à peu près peut-être 85% de l'eau qui est soutirée, c'est de l'eau de surface, ce n'est pas de l'eau souterraine. Donc, je ne sais pas si c'est les cannebergières qui prennent cette quantité d'eau-là, mais c'est des quantités vraiment phénoménales. Si on compare à Deschaillons, etc., on a un facteur quasiment 8-9, alors que vous êtes moins populeux que Deschaillons. Vous avez aussi un système de distribution d'eau potable qui dessert à peu près 500 personnes. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y en a un certain nombre de personnes qui ne sont pas couvertes par ce système d'aqueduc-là. Et on peut estimer qu'il devrait y avoir 150 puits d'eau potable dans votre localité. Moi, sur la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, j'en avais que 80. Et là, je vais vous faire un exercice à partir de maintenant. Comment les compagnies gazières vont pouvoir s'installer compte tenu de vos puits d'eau potable. Donc, la protection verticale, ça nous dit, grosso modo, ce que Hertel a établi comme règle en 2014, il doit avoir 400 mètres de profondeur entre la nappe d'eau phréatique et le puits qu'on va forer à l'horizontale. Donc, ça, c'est la protection, c'est 400 mètres. Autrement dit, il suppose que toute le roc qui est entre les deux n'est pas fracturé et c'est une roche imperméable qui empêche ce qui viendrait du puits d'atteindre la nappe phréatique. Évidemment, les compagnies gazières vont vous présenter des beaux schémas comme ça, où on voit des couches de roche bien dessinées, et puis on voit que la nappe phréatique est dans une zone où il y a des enveloppes de ciment qui empêchent les produits de sortir du puits pour
pour affecter la nappe phréatique. Et on peut voir que la fracturation qui se passe ici est à des distances, là, des profondeurs de 4 km. Ici, ça risque d'être 2. Donc, ça, c'est une autre protection aussi de la loi, du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, qui dit qu'il doit y avoir 500 mètres entre votre puits d'eau et le puits de gaz qui va être foré. Puits de gaz naturel ou gaz de schiste, peu importe, le puits d'hydrocarbures. 500 mètres de distance, mais c'est de tête à tête. Ça ne tient pas compte des latérales. Vous allez voir tantôt comment ça affecte la situation. Donc, j'ai reproduit la même carte. Ça, c'est l'échelle d'1 km. Vous avez tous les puits. Il y en a peut-être un peu plus. Mais admettons que ce soit la carte complète des puits d'eau potable de Mansour. Ici, on a le rayon de protection de 500 mètres qu'on peut voir, qu'on pourrait mettre à chacun des puits. Et on peut très bien imaginer qu'il y a moyen de tracer des endroits, comme ici, on a un pad ici à Fortierville, un pad où on a un puits de gaz de schiste. Donc, un pad, c'est 1 hectare. Donc, j'ai dessiné à l'échelle les pads de 1 hectare, les plateformes de forage. On pourra en mettre un peu partout, parce qu'on est en dehors du cercle de 500 mètres. Et c'est là que ça se passe, c'est que je vais en prendre juste deux pads, et à partir de là, il va y avoir 4 branches horizontales qui vont aller dans une direction, puis ça va drainer tout le sous-sol ici. Même chose ici avec 8 puits, 4 qui vont dans la direction de Villeroy, 4 qui vont dans la direction de Lemieux, et ça draine 5 km². Pour une petite plateforme d'1 hectare, ça draine 5 km². Et votre puits d'eau potable, il n'y a plus de règle de 500 mètres. Vous avez 500 mètres de protection à partir d'ici, mais pas là. Donc ça, c'est un vice un peu de la loi du règlement de protection des eaux. Ici, évidemment, par après, il pourra avoir 4 drains supplémentaires latéraux, 4 drains à l'horizontale, qui viendraient couvrir l'autre partie du rang. Évidemment, on pourrait supposer que la compagnie elle préfère aller forer dans l'autre sens, selon l'orientation des couches de roche. Là, ils vont choisir. Est-ce que c'est mieux d'aller nord-sud, est-ouest ou d'une autre direction? Mais on voit très bien que à partir de là, vous pouvez être affecté, mais qui va vous donner l'orientation de ces puits-là? On ne les connaît pas. Malheureusement, là, le ministère ne nous permet pas, aux scientifiques et à d'autres, d'avoir accès à l'orientation des puits latéraux, contrairement à ce qu'on voit en Alberta et ailleurs. Mais normalement, ils vont suivre la faille du roc. Si on monte vers le nord, on s'en va des Appalaches, mais si on descend vers le sud, on s'en va vers le Saint-Laurent, il va suivre la veine vers le Saint-Laurent. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement parce que les vas couches de montrer roche sont pas... de station des photos tantôt de lignes souterraines qui sont faites dans différentes directions. Les couches de roche ne sont pas toutes homogènes. Et puis, je vais vous présenter tout de suite après un autre scénario. Si on avait une zone de protection de 2 km maintenant, ça c'est le cercle qu'on voit ici. Ça c'est pour ce puits-là, là. On n'a pas le droit de forer dans une zone de 2 km. Évidemment, là, ça change beaucoup le jeu. Si on regarde, mettons que ces puits-là, la zone de 2 km, la zone de 2 km, ça laisse beaucoup moins d'espace pour la gazière de forêt à Manceau. Les seuls espaces disponibles sont un peu en périphérie, là. Et évidemment, je n'ai pas nécessairement les puits qu'il y a dans les localités à côté, mais admettons qu'ici, il puisse avoir possibilité d'avoir une plateforme avec la zone de drainage de 5 km². Donc, il pourrait encore avoir de l'exploitation, mais à moindre échelle. Il ne pourrait pas aller forer n'importe où. Donc, l'exercice que je demande, ça serait intéressant de le faire pour chacune des municipalités, ça serait quoi la distance de protection qui pourrait faire en sorte que la compagnie ne pourrait pas venir forer? Et ça en tenant compte soit de l'extrémité du puits ou de la tête. Parce que la différence est vraiment importante. Ici, on a une caricature, mais qui démontre bien la chose. On a un puits à la verticale, un autre à l'horizontale. C'est cette partie-là qui est fracturée.
Ils sont à plus de 500 mètres, donc ici ils disent à plus d'1 kilomètre de la tour de forage, et évidemment, leur eau pourrait être contaminée. Et dans la région, il y a un projet du ministère qui date des années 80, qui est le projet Villeroy, du nom de la localité voisine. Et dans le projet Villeroy, il s'était dit qu'on est dans une zone où le shale est fracturé, où la roche est plissée, maganée, et à partir de là, ils se disent, on va aller à l'horizontale, et partout où il y aura des poches de gaz, on va les récupérer. Ça va remonter, évidemment, vers la surface. Donc, c'est un projet qui a débuté dans les années 80, et par après, beaucoup plus tard, 20 ans plus tard, ils se sont dit, là, des hydrogéologues se sont dit, on va quand même examiner si on ne trouve pas déjà du méthane dans nos puits d'eau potable. Et ils ont trouvé à plusieurs endroits des concentrations de méthane assez importantes dans les puits d'eau, dans toute la zone ici entre Bécancour et Le Binière. Et ils se sont dit qu'il y a des failles dans le roc, et l'extraction des gaz de schiste va produire des fissures dans la roche. Et comme il y a déjà des fractures naturelles, ben, ça va augmenter le risque de contamination des nappes phréatiques. Autrement dit, le fait qu'on ait des roches anciennes avec des microfailles, ça fait en sorte que votre sous-sol, là je ne parle pas de ce qui se passe en surface, mais de votre sous-sol, n'est pas tout à fait imperméable. Autrement dit, s'il y a fracturation à 1 ou à 2 km, ça pourrait peut-être remonter parce que vous avez déjà un système, on dit, fortement failli. L'industrie, ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit que le corridor le plus intéressant, c'est le corridor ici, le corridor 1, la section entre, mettons, Nicolet et Saint-Antoine-de-Tilly. Ils ont déjà des plans avec des plateformes un peu partout. Ils ont dessiné ici des centaines de plateformes, et là, ils se sont rendus compte que ça n'avait pas d'allure. Il ne faut pas mettre des plateformes partout, parce qu'il y a des zones qui sont quand même, il y a des exploitations agricoles, etc. Et ce qui arrive, si on regarde, c'est que tout ce qui est en rouge, ce sont des zones où il ne pourrait pas avoir de plateforme parce que c'est trop populeux, parce que ci, parce que ça, parce qu'il y a un chemin de fer, parce qu'il y a une ligne hydroélectrique, etc. Donc, ils ont estimé qu'il y avait 50% du territoire qui était libre. Et dans la région de Manceau, on peut voir qu'à proximité, il y a quand même des zones où on pourrait placer des plateformes de forage. Donc, juste pour vous comprenez bien encore comment ça fonctionne, c'est que c'est la partie latérale ici, elle peut faire 2 km. Ce qu'il prévoit là, c'est 2,5 km pour les futurs puits qui vont être menés au Québec. 2,5 km d'un sens, 2,5 km dans l'autre sens. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. 5 km de longueur de la plateforme par une largeur de 1 km environ. Parce que les branches latérales sont espacées de quelques centaines de mètres. Et quand ils fracturent environ 100 mètres en haut, 100 mètres en bas, 100 mètres sur les côtés. Là, et c'est ce qu'on va présenter dans la prochaine diapo. Vous voyez, quand c'est fracturé, là, il y a comme une zone là, où la roche a été brisée à cause de l'eau qu'on a injectée sous pression avec le sable, etc., et les produits chimiques. Donc, cette zone de roche-là a été, sa perméabilité a été affectée. Au lieu d'être imperméable, ben là, il est devenu perméable, et ce qui permet au gaz de remonter sur la petite plateforme d'1 hectare en haut. Et c'est ça qui est difficile à comprendre, c'est qu'à partir d'une petite plateforme de 1 hectare, on peut drainer 5 km² dans le sous-sol. Et à différentes profondeurs, comme on peut le voir ici, si admettons il y avait une zone de calcaire, une zone de shale qui est intéressante, ils peuvent très bien aller dans les deux zones payantes pour aller chercher du gaz, du pétrole ou un mélange des deux. Ça, c'est un dessin de Marc Durand où on peut voir que les plateformes doivent être reliées par des gazoducs. Donc, ça affecte aussi le territoire, il ne faut pas l'oublier. Ici, on a une photo de Pennsylvanie, on voit que les gazoducs passent d'une plateforme à l'autre. C'est une photo qui a été probablement prise tout de suite après qu'il ait installé le gazoduc, mais il faut bien se rendre compte que par après, vous ne pouvez pas faire n'importe quelle activité au-dessus du gazoduc. C'est comme les gazoducs de gaz métro.
Bon, je vais passer un peu là-dessus. Juste vous montrer qu'au Dakota du Nord, j'ai décidé d'y aller un peu au hasard, puis j'ai pris une carte en 2016, donc on peut voir qu'on a des pads un peu partout, mais ça ne nous donne pas une idée où vont les latérales. Et là, j'ai trouvé une carte qui nous permet de voir, de la même échelle, là, la même région. Ici, on a un pad, et puis on a des latérales qui s'en vont au nord et au sud. Il y en a à peu près 6 à chaque fois. Ça, c'est 2013. Et si on regarde 2017, vous voyez la densité, là? Ils veulent vraiment aller partout. En dessous de la rivière Missouri, peu importe, là, on y va. Il s'agit d'aller vraiment utiliser le maximum de roches qui contient le gaz, ou dans ce cas-là, c'est du pétrole. Et les orientations, etc., des puits, ben, c'est pas toujours droit, là, nécessairement. Et si on fait un zoom à partir de Google Earth, vous pouvez vous-même voir comment ça s'installe. On voit ici les 4 puits qui sont en train de fracturer avec les camions. Il y en a 4 autres ici avec les chevalets qui ont déjà été fracturés, qui sont en train d'exploiter. Mais de temps en temps, il y a des problèmes. Ici, il y avait eu un déversement d'eau de reflux. Les eaux de reflux qui viennent du puits doivent être récupérées. Et là, il y avait une vanne qui n'avait pas fonctionné. Et là, il y avait eu quelques vaches, peut-être une vingtaine de vaches, qui avaient été affectées parce qu'ils avaient bu de l'eau qui avait été répandue dans le champ. Et en une heure, ils sont morts. Donc, c'est vraiment des additifs chimiques qui sont toxiques, cancérigènes. Et il faut aussi se dire qu'on ne connaît pas la composition de ces produits-là quand ils ressortent du trou. On ne le connaît pas quand on les met dedans, mais quand ça ressort, on le connaît encore moins. Donc, c'est toute une gestion des produits chimiques en surface qui est à faire. Le Québec a déjà fait sa part. Ça, c'est une photo du puits à Saint-Édouard-de-la-Vinière lors de l'étape de fracturation. Bon, on voit qu'on a le puits, ici on a une espèce de grande piscine pour avoir l'eau de fracturation. Ça, c'est l'eau qui ressort du puits. Donc, il faut gérer les deux types d'eau. Bon, maintenant, je vais parler de la loi 106. Je vais essayer de faire ça vite. Juste vous dire que, à l'article 7 de la loi, ça dit que toute personne qui découvre dans son terrain du gaz dont le débit est continu doit en aviser le ministre par écrit. Et le ministre va le porter dans un registre des puits. Pourquoi ça? Parce que les puits anciens, on ne les connaît pas trop. On ne sait pas ce qu'ils sont situés exactement. Et ça, c'est un moyen pour le ministère de l'Énergie d'aller chercher tous les puits du territoire québécois. Sauf que si vous êtes propriétaire de ce lot-là, qui contient un puits, évidemment, ça va être un peu plus difficile par après de vendre votre propriété. Ça, c'est ce que je veux dire, c'est pour s'il y avait du gaz qui sortait, pas nécessairement d'un puits, mais ici, c'est s'il y a un puits, si, mettons, vous creusez, puis vous trouvez une structure avec du ciment, puis avec de l'acier, bien, vous devez là aussi en aviser le ministre avec diligence par écrit. Et ça aussi, ça va être porté au registre. Donc, si vous avez des émanations, si on peut dire, de gaz naturel, ou si vous avez des anciens puits, ça va être porté au registre et ça va être à la disposition des notaires. Les droits pour la gazière, le titulaire de la licence d'exploration, bien, elle a le droit d'extraire des hydrocarbures et d'en disposer. Et le gouvernement détermine par règlement les conditions d'exercice de l'essai, etc. Les règlements, on ne les connaît pas. On a la loi qui comporte des centaines d'articles, mais on n'a pas les règlements. Article 27 dit que la licence d'exploration est de 5 ans. Le ministre la renouvelle pour les périodes et aux conditions que le gouvernement détermine par règlement. Jusqu'à maintenant, c'était renouvelable de 5 ans en 5 ans, sans qu'il y ait de limite de temps. En autant que les compagnies fassent les travaux et en autant que les compagnies, évidemment, paient pour les droits d'exploration. Ici, article 28, quand une compagnie détient un permis d'exploration, comme admettons Repsol, ici, elle doit constituer un comité de suivi.
Ce comité de suivi-là est formé d'un certain nombre de membres qui sont déterminés par le titulaire, donc par la compagnie Repsol, etc., etc. Sauf que le ministre, il peut décider de ne pas former des comités de suivi ou de faire en sorte qu'il y ait quelques comités de suivi dans la vallée du Saint-Laurent, mais pas nécessairement pour chaque permis. Donc, c'est beaucoup de blabla, mais on ne sait pas trop comment ça va s'articuler dans les faits. Article 27, c'est peut-être le plus important, c'est l'accès au territoire. Dans le projet de loi 106, parce qu'avant de devenir une loi, c'est un projet de loi, ça disait que le titulaire doit obtenir l'autorisation écrite du propriétaire au moins 30 jours avant d'y accéder, etc. Mais ce n'était pas une obligation d'obtenir l'autorisation du propriétaire. Autrement dit, la compagnie était dans son droit d'aller forer directement. Ils vous avertissent 30 jours à l'avance, mais ça se limite à ça. Heureusement, dans la loi, maintenant, ça a été corrigé. Puis ça dit que s'il n'y a pas d'entente de gré à gré, ben, le titulaire ne peut pas accéder au territoire. Donc, vous avez la possibilité de dire non à la compagnie gazière. Ça, c'est ce qui a été voté dans la nuit du Bayon, du 9 au 10 décembre 2016. Par contre, l'expropriation est demeurée telle qu'elle. À défaut d'entente, si on est en phase d'exploitation, on sait qu'il y a du gaz, on sait qu'il y a du pétrole, ils peuvent vous exproprier. Je vais vraiment vite, expropriation, facturation. Eh bien là, on sait, je vais vous l'indiquer ici, il y a eu un amendement dans la nuit du 10 décembre qui permet la facturation. Pendant tout le temps d'examen de la loi, on n'en parlait pas, on parlait de stimulation, on ne savait pas s'il s'agissait véritablement de facturation. Eh bien, pendant la nuit du 10 décembre, il y a des articles, des amendements qui sont apparus qui font en sorte que la compagnie peut facturer en autant qu'elle obtienne un certificat d'autorisation du ministère. C'est ce qui apparaît dans la loi qui a été publiée le 14 mars, articles 87, 88, 89, où là, c'est devenu très très clair que les compagnies ont maintenant le droit de facturer à l'étape d'exploration et avec des règlements qu'on ne connaît pas encore. Donc, je termine juste pour vous indiquer que l'UPA a quand même réagi au projet de loi. Elle n'a pas véritablement réagi suite à la publication de la loi et à son adoption, mais elle disait que tout ce qui est du domaine agricole, ça ne devrait pas faire partie du domaine des hydrocarbures, ce qui me semble logique aussi. Sauf qu'à l'heure actuelle, on entend peu parler de l'UPA. Il y avait la FQM aussi qui disait qu'il faudrait qu'il y ait un moratoire de 5 ans sur la fracturation hydraulique. C'est resté quand même la position de la FQM, mais là aussi, depuis quelques semaines, quelques mois, on n'entend pas la FQM aller vraiment au bâton et dire on empêche ça. Donc, moi, je vais terminer là-dessus, juste pour vous signaler qu'on peut toujours se mobiliser, comme c'était le cas le 22 avril à Montréal, et qu'il faut favoriser d'autres sources d'énergie que sont le solaire et l'éolien. Utiliser notre énergie hydraulique qui est déjà installée. On en a suffisamment au Québec. Il y en a encore pour des décennies. On a beaucoup d'énergie. Il suffirait de faire un peu plus d'économie d'énergie. On aurait des surplus. On peut utiliser la géothermie et les biogaz. Donc, je terminerai là-dessus. Je suis prêt à répondre aux questions, à moins que... D'accord? Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Sur les permis, sur les